Bonjour à tous. Alors moi, je ne vois pas les personnes qui se connectent. Aurélie, peut-être que tu peux me dire si tu vois. Ça se connecte progressivement. D'accord, donc on va attendre. Voilà, comme je partage mon écran, je n'ai pas forcément toutes les informations en même temps. On va attendre que les personnes inscrites se connectent avant de démarrer. On se donne 2 minutes. On est déjà 50 participants. D'accord. Je laisse aux personnes Ça, le temps d'arriver. ça se connecte encore. Ah voilà, ça y est, je vois effectivement. Alors, je vois qu'il y a une personne qui a levé la main, c'est peut-être par erreur ou non. Si vous souhaitez interagir avec nous, comme on va être assez nombreux, on vous invite à nous écrire dans le chat directement. Voilà, on ne pourra pas vous donner la parole individuellement pendant ce webinaire. Bon, je propose qu'on commence, Aurélie, tranquillement. Oui. Alors, je vois qu'il y a une première question. Bonjour, oui. Bonjour à vous, bonjour. Donc, vous avez trouvé le module de questions-réponses. Voilà, bienvenue à tous dans ce webinaire 1 heure pour comprendre et agir, qui a pour thème aujourd'hui l'aménagement durable de nos villes et de nos villages. Voilà, donc nous sommes aujourd'hui avec nos partenaires de la région sud, de l'Adréal et la ville de Cagnes-sur-Mer, qui sont venus nous partager leurs outils, leurs retours d'expérience. Alors moi, je suis Agnès Hennequin, chargée de mission à l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement. En 2 mots, pour nous présenter, l'Arbre, c'est une agence publique régionale qui existe depuis plus de 43 ans et qui a pour mission de mobiliser et d'accompagner les territoires dans la transition écologique et la préservation de la biodiversité. Donc, on est issu du partenariat entre plusieurs structures, donc la région, des collectivités, des services de l'État comme l'Adréal, l'OFB, l'Agence de l'eau, l'ADEME, etc. et d'autres structures. Donc, vous voyez les logos s'afficher ici. Alors, dans ce cadre, effectivement, de notre accompagnement à la transition écologique, nous organisons des cycles de webinaires d'1 heure, 1 heure 30, depuis 2021 maintenant. Donc, sur ce premier semestre, nous sommes donc sur le 5e webinaire. Vous voyez le programme donc, complet de ce semestre, sachant que vous aurez 2 autres webinaires avant l'été, donc le 16 mai sur biodiversité et santé, et le 27 juin avec la présentation de l'indice Région Vivante, donc où en est la biodiversité de notre région, avec des données fraîchement sorties de l'Observatoire régional de la biodiversité. Alors, le programme du jour. Effectivement, aujourd'hui, nous allons parler d'aménagement durable, les questions que l'on se pose dans ce contexte, effectivement, de changement climatique, où, effectivement, la résilience de nos territoires est devenue un enjeu majeur pour tous, dont tout le monde a pris conscience. Donc, comment envisager une ville de demain attractive et sobre en artificialisation des sols, notamment avec, effectivement, la notion de zéro artificialisation nette qui est apparue dans la loi depuis 2021. Donc, comment adopter de nouvelles pratiques d'aménagement en intégrant les enjeux d'adaptation au changement climatique et tout en créant de nouveaux usages et de nouveaux extérieurs plus naturels, rafraîchis, plus attractifs pour les populations et répondant à leurs besoins. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment conduire un projet d'aménagement durable, quels principes incontournables adopter, comment rédiger un cahier des charges, mais également pourquoi et comment associer la population. Donc on est vraiment aujourd'hui dans la gestion de projet, voilà, comment conduire un projet d'aménagement durable, quelle que soit l'échelle, quelles que soient les caractéristiques de votre territoire. Et donc on va vous proposer aujourd'hui un panel d'outils et de retours d'expérience pour vous donner envie de vous lancer et pour vous accompagner dans vos projets.
Alors, au programme, donc effectivement, un programme assez dense, c'est pour ça qu'on a choisi d'être sur un format 1h30. Tout d'abord, la région Sud vous présentera le référentiel aménagement durable, donc qui est un document qui permet d'accompagner les territoires dans la conception et la mise en œuvre de projets durables dans une approche intégrée et de sobriété foncière. C'était Eugénie Dagano qui devait être parmi nous, mais elle a eu un empêchement, donc elle sera remplacée par Marie-Caroline Vallon, que je remercie. Ensuite, nous aurons une présentation à 2 voix donc de Perrine Prigent de la DREAL et de Marjorie Allemand de la région Sud, avec 2 outils, donc la frise du projet urbain qui est un outil pour se situer dans le temps du projet et également un guide d'élaboration de cahier des charges des études préopérationnelles pour vous aider à cheminer vers la rédaction de CCTP qui répondent aux enjeux de l'aménagement durable. Ensuite, on fera une petite pause questions-réponses, donc les questions que vous nous aurez posées par écrit dans le chat, qu'on essaiera donc de recenser et on essaiera de prendre le temps d'y répondre autant que possible. Ensuite, on passera donc à la deuxième partie avec la présentation d'un mémento que nous venons de sortir au niveau de la RBE qui propose 12 principes d'aménagement avec l'eau et la nature pour nos villes et nos villages. Donc 12 principes pour un cadre de vie plus résilient et plus attractif, également rafraîchi. On fera une petite pause, entre guillemets, avec une vidéo de 5-6 minutes sur les toitures végétalisées adaptées à notre climat. Donc, comment concevoir des toitures qui seront finalement adaptées aussi bien sur la question de la gestion des eaux de pluie que sur la végétation qui, du coup, devra être adaptée à notre région. Et enfin, on terminera avec donc, les questions de mobilisation citoyenne dans les projets d'aménagement durable. Donc, voir l'importance effectivement de l'appropriation pour qu'on aille vers des projets soutenables. Avec donc le retour d'expérience de la ville de Cagnes-sur-Mer, donc Alexandra Macario, que je remercie également d'être là, accompagnée de Marie-Caroline Vallon de la région Sud. Alors, donc, les règles du jeu de ce webinaire, effectivement, comme on est un certain nombre, effectivement, on approche les 100 participants. Si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez utiliser le module discussion ou le module Q&R, donc questions-réponses. Nous les collecterons et nous les poserons lors des temps de questions-réponses au milieu et à la fin du webinaire. Pour aussi pallier à toutes vos questions, le webinaire est enregistré en direct et nous le mettrons en ligne sur le site de la RBE d'ici quelques jours, ainsi que la présentation PowerPoint et les éventuelles ressources que nos intervenants souhaiteraient vous partager. Voilà, alors on va commencer dans le sujet, dans le vif du sujet. Donc Marie-Caroline, je te laisse donc démarrer avec la présentation du référentiel aménagement durable. Voilà, je te laisse activer ton micro et me faire signe quand je passerai les diapositives. Oui, bonjour. Alors, la dure tâche de commencer la séquence. Voilà, je représente ma collègue Eugénie Dagano, chef du service Habitat et Aménagement, pour vous présenter le référentiel aménagement durable. Voilà, on s'est dit quand on a construit ce webinaire que ça pouvait être intéressant de commencer finalement par un document cadre qui finalement concernait finalement l'ensemble des enjeux d'aménagement durable. Voilà, c'est un outil qui a été produit en interne par les services, ce qui nous a aussi mené à faire, je dirais, de la transversalité pour définir entre services de la région qu'est-ce qu'on entendait par aménagement durable, qui se veut décliner opérationnellement les fameux objectifs du SRADET et aussi les priorités définies dans le cadre de notre plan climat gardant une COP d'avance. Et qui finalement est un document, je dirais, de support, de référence de l'ensemble des politiques que portent l'ensemble des services de la région sur ces sujets-là. Voilà, il s'inscrit aussi finalement dans le cadre aménagement durable qui a été refondu en mars 2023 et qui a fait l'objet d'un vote. C'est un document qu'on a conçu enfin, comme un document de dialogue avec les EPCI, notamment lors de l'élaboration de l'ensemble des dispositifs Nos territoires d'abord, mais aussi avec les communes, avec le dispositif Nos communes d'abord, qui permet d'identifier l'ensemble, je dirais, des critères, des points d'enjeu, des thématiques que ceux-ci doivent prendre en compte dans leur projet d'aménagement
Bon, bien sûr, pour bénéficier de financements régionaux, mais c'est aussi finalement dire un peu un document cadre pour aussi revisiter nos pratiques et nos politiques en matière d'aménagement durable. C'est un document qu'on se veut évolutif, voilà, puisque dire, il y a énormément de production, de publications. Qu'est-ce qu'on entend par aménagement durable? Il y a énormément de travaux faits par l'ADEME, le CEREMA, l'ARB, qui irriguent en fin de compte ce référentiel. Et il a été aussi co-construit avec les territoires parce qu'avant d'être finalisé, il y a eu une grande phase de concertation. Il a été présenté, je dirais, à tous nos partenaires. Il a été présenté aussi à un certain nombre de PCI pour voir finalement s'il correspondait à leurs besoins. Il est aussi complémentaire avec d'autres démarches environnementales qui vous seront présentées plus tard ou qui ont fait déjà l'objet de webinaires, quartier durable méditerranéen, écoquartier, Parc Plus. Et puis, aussi un point important pour les collectivités, c'est le document cadre qui sert notamment à la rédaction d'un certain nombre d'appels à projets du FEDER, notamment dans le cadre du FEDER rural. C'était finalement le document de référence qui a permis d'écrire l'appel à projet qui a été lancé. Diapo suivante. Alors, il y a 9 on l'a organisé autour de 9 thématiques, donc sobriété foncière, bâtiment, habitat, flux au sens énergie, déchets, mobilité, les questions d'économie et d'attractivité du territoire, cadre de vie et santé, l'enjeu d'adaptation au changement climatique, et puis la question aussi du pilotage et partenariat qui, entre guillemets, doit être la première des thématiques qu'on aborde. Bon, comme vous aurez les supports, je ne vais pas vous faire la lecture en fin de compte de l'ensemble des sous-items. Conception bioclimatique pour le bâtiment, rénovation énergétique, promotion de la qualité des espaces publics. Mais mettre en avant aussi que finalement, ces 9 thématiques, elles fonctionnent, je dirais, de manière transversale. Quand on se pose les questions de la mobilité douce, voilà, comment on travaille sur des mobilités décarbonées. Il faut aussi intégrer les enjeux d'adaptation au changement climatique parce que c'est quand même mieux de cheminer à pied et à vélo, à l'ombre, plutôt qu'au soleil, globalement. Sinon, voilà. Quand on parle de rénovation énergétique, il faut aussi se poser la question du confort d'été, qui est un sujet, je dirais, de plus en plus d'actualité. Et du coup, ça peut renvoyer, en fin de compte, à des approches cadre de vie, promotion des espaces publics, réduction des îlots de chaleur, comment on favorise la question des îlots de fraîcheur. Donc, sur chacune de ces 9 thématiques, en fin de compte, elles ont été déclinées selon 3 typologies de projets. Diapo suivante. Voilà, qui permettent d'interroger la méthode. Donc, on a défini 3 axes, parce que dire la diversité des projets auxquels vous, collectivités, mais nous aussi, côté région, quand on est dans le montage des partenariats ou je dirais l'instruction des dossiers de demande de subvention région, sont très variés. Donc, on a défini 3 grands cadres. On est parti sur la question des centres anciens, la question des quartiers en reconversion et il y a également la question de la requalification des zones d'activité. Donc là, j'ai mis 3 diapos pour illustrer finalement un peu le contenu du référentiel, qui est un document beaucoup plus complet et qui est disponible à la demande au service aménagement. Par exemple, sur cette question du centre ancien, quand on se pose la question de la thématique ancrage au territoire et pilotage, qu'est-ce que ça veut dire? Dire si finalement, vous, en tant que maître d'ouvrage, mais aussi nous, en tant que dans notre, je dirais, expertise, l'ingénierie qu'on peut apporter au territoire dans le montage de leur projet, quels sont les points sur lesquels finalement on va être vigilant? C'est s'assurer la cohérence des projets avec les documents de planification. Ouais, des fois, ça semble évident, mais ce n'est pas toujours si évident que ça. Mettre en œuvre un pilotage de projet, voilà, avec l'ensemble des acteurs partenaires financiers, finalement avoir aussi de temps en temps des copies où on a tous les financiers, ce qui permet aussi d'avoir un vrai travail sur la question de l'ingénierie financière, mais aussi l'ingénierie technique. Voilà, quel financement, à quel taux? Est-ce que les financements, ils ne sont pas aussi en concurrence? Comment on construit ça? Comment on accompagne techniquement?
Et puis, il y avait, par exemple, prévoir des connexions de transport en commun, mixité fonctionnelle, qualité des espaces publics. Voilà, c'est 3 des points, en fin de compte, sur lesquels on est vigilant sur cette thématique, ancrage au territoire et pilotage. Et puis après, on a toute une série, en fin de compte, de questions qui sont un début de réponse sur comment, en fin de compte, après la maîtrise d'ouvrage, elle peut, en fin de compte, s'emparer de ces points de vigilance pour, en fin de compte, construire son projet. Se doter d'une AMO, mettre en place une stratégie foncière, développer une ingénierie spécifique pour rechercher des financements. Voilà. Diapo suivante. Autre illustration sur la deuxième thématique, puisque dire les sujets, donc 9 thématiques, 3 typologies de projets, la requalification des zones d'activité. Au niveau de la région, on ne va pas en fin de compte sur la création des zones d'activité, puisque finalement, ça ne correspond pas aux objectifs du SRADET. Question de la mobilité, voilà. Pour le transport des voyageurs, développer une mobilité bas carbone, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on le fait? Déployer une stratégie de logistique, favoriser l'intermodalité, réduire la place de la voiture, accompagner les services en prenant appui sur des données, des solutions numériques. Comment? Un début de réponse, élaborer un plan inter-entreprise. Voilà, le troisième diapo, j'illustre le troisième point, quartier en reconversion. Bon, là, j'ai choisi l'entrée cadre de vie parce que clairement, c'est dans les problématiques actuelles. Voilà, encourager une démarche urbanisme favorable à la santé, la création d'espaces publics de qualité. Alors, dans le mot qualité, on peut tout mettre. Proposer des équipements et des services publics. Prendre en compte les AFE quand on est en fin de compte dans des communes qui sont sous des questions de pollution atmosphérique. Aménager, sécuriser les abords. Les questionnements sur les usages, la nature en ville, la transition écologique, les questions d'attractivité. Voilà, et finalement se poser l'ensemble de ces questions. L'idée du référentiel, dernière diapo, c'est en fin de compte aussi d'être évolutif, c'est-à-dire que globalement, ce référentiel, il est à votre disposition, vous pouvez nous le demander sans souci. Il a fait l'objet d'une plaquette 4 pages, voilà, un peu de synthèse. Il est complété par énormément de ressources bibliographiques sur les 9 thématiques, mais il est aussi évolutif dans le retour d'expérience que vous pouvez nous en faire. Parce que finalement, il y a des fois où, d'un point de vue d'ingénierie, positionnée région, on se pose des questions d'une certaine manière. Finalement, la mise en application dans les territoires, elle va être différente. C'est intéressant aussi d'avoir votre retour d'expérience pour dire, nous, finalement, sur ce sujet-là, on s'est posé la question de cette manière-là, et on y a apporté cette réponse-là. Voilà, c'est un document cadre, il n'est pas prescriptif. Globalement, il vaut mieux s'y référencer si on souhaite avoir des financements régionaux, mais c'est plutôt un document d'accompagnement, voilà, pour accompagner les territoires et puis aussi pour accompagner en fin de compte nos politiques, puisque on continue à y travailler. Et il n'est pas exclusivement dédié aux politiques finalement du service aménagement et habitat de la direction de la transition énergétique, mais en fin de compte, il intègre aussi un certain nombre de priorités et de thématiques qui sont portées par d'autres services de la région, puisqu'il intègre aussi les enjeux de la mobilité de nos collègues de la direction des transports, les enjeux de biodiversité qui sont portés par le service biodiversité parcs et territoires ruraux, notamment dans le cadre du dispositif Nature Terre Ville. Il se veut le plus rassembleur possible et surtout le plus facile. Voilà. Et après, voilà, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Et je pense que j'ai tenu mes 10 minutes, peut-être même moins. Non, c'est parfait, Marie-Caroline. Voilà. Exactement 10 minutes. Donc, merci beaucoup. Et merci beaucoup pour cette entrée en matière, effectivement. Alors, en tout cas, si vous avez des questions, déjà, profitez-en pour les poser éventuellement à l'écrit ou des remarques, puisque c'est le moment aussi de le faire. En tout cas, on en prend note pour les poser après la présentation suivante. Donc, je vous propose en fait d'enchaîner directement sur l'intervention d'après et ensuite de prendre éventuellement un temps de questions-réponses. Du coup, je vais demander effectivement à Perrine Prigent de la DREAL Provence-Alpes-Côte d'Azur et Marjorie Allemand de la région Sud. Donc d'ouvrir leur micro et voilà, de nous parler donc de ces 2 outils, donc la frise du projet urbain et le guide d'élaboration du CCTP des études préopérationnelles. Voilà, la parole est à vous. Merci. Merci Agnès.
Alors, avant d'arriver à ces deux objets qui sont le cœur de notre intervention, on va vous raconter comment on est arrivé là. Et on y est arrivé par le biais de l'appel à manifestation d'intérêt quartier durable, co-piloté, porté État-région entre 2017 et 2022. Démarche un petit peu longue, mais qui était fort intéressante, ma foi. C'était l'objectif d'avoir une expérimentation sur la notion des quartiers durables. Alors, je crois qu'on a perdu Perrine. Peut-être en coupant la caméra, effectivement. Est-ce que vous nous entendez? Bon, pourtant, on a fait des tests avant de commencer, donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Je pense que si ça dure, on va passer aux présentations suivantes et ensuite revenir à celle-ci. Est-ce que personne n'entend Perrine et Marjorie, on est d'accord? Ok. C'est pareil, en effet. Ok. Bon, pas de chance. Ça, ce sont les joies du direct avec les webinaires. On a toujours des petits problèmes techniques, sinon ça ne serait pas amusant. Bon, alors ce qu'on va faire, je pense, c'est qu'on va passer à la suite des présentations. Déjà, peut-être, est-ce qu'il y avait des questions, Aurélie, dans le chat auxquelles on peut répondre? Oui, on peut peut-être déjà répondre. Alors, j'ai répondu directement, mais je pense que d'autres se posent la même question de savoir effectivement si le webinaire va-t-il traiter des milieux ruraux et alpins ou seulement les villes. Donc, j'entends quelqu'un. On est de retour. On a Ah, été expulsés de la vidéo. Ce serait pas drôle sinon. Oui, voilà. Du coup, Aurélie était en train de répondre juste à une question qui avait été posée dans le chat et puis après, je vous redonne la parole du coup. Et effectivement, donc la question, effectivement, c'est si on va traiter des milieux ruraux et alpins ou seulement les villes. Et en effet, donc les outils qui sont présentés ne sont pas que pour les villes. Ce sont évidemment des outils qui sont valables sur tout le territoire régional, que ce soit territoire ruraux ou territoire urbain. Voilà, on a pu le voir déjà sur le premier référentiel, qu'en effet, on aborde par exemple la question des centres urbains. C'est valable pour quel que soit le territoire. Donc voilà, et vous verrez dans les illustrations qu'en effet, on a des illustrations de territoires plus ruraux et plus alpins. Alors, je redonne la parole à Perrine pour continuer ta présentation. Merci, on espère qu'on ne va pas être déconnecté. Alors, donc l'AMI Quartier Durable, on l'a lancé en 2017. Région, État, CEREMA et d'autres partenaires également. L'objectif, c'était d'inciter les collectivités à lancer des projets le plus durables possible. Donc, on a souhaité expérimenter insister sur différents axes, notamment sur les questions de contexte de l'opération, qui étaient importantes à préciser dès le point de départ, les notions de gouvernance qui devaient être bien structurées, les moyens mis en œuvre, et les notions de mixité fonctionnelle et d'économie locale qui étaient assez importantes à travailler au niveau du territoire régional. On voulait explorer cet axe de manière un peu plus poussée. Donc, on a demandé aux candidats de se questionner pour mettre en perspective leur projet au regard de différentes questions. Et on a pu élaborer des critères pour sélectionner des lauréats en se fondant sur deux choses qui étaient assez essentielles et pour l'État et pour la région, qui sont le référentiel éco-quartier et le SRADET, ainsi que le plan climat régional. Donc, c'était des grosses briques de base qu'on souhaitait voir alimentées par les réflexions des collectivités poussées par nos institutions. Tu peux avancer. Donc, du coup, on avait élaboré une grille de sélection des candidats dans laquelle on s'était adossé aux principales thématiques qui sont développées dans le référentiel écoquartier. Et donc, on avait 4 grands critères sur lesquels les candidats ont dû faire une proposition technique un peu construite. Donc, le dossier il était quand même assez normé.
on avait imposé un formalisme en fait pour pouvoir juger de la même manière des réponses des candidats. Donc, on avait sélectionné le critère de concertation, de processus dans lequel il y a la concertation, la capacité à animer et à co-construire la démarche. Un critère environnemental dans lequel on a demandé aux candidats de se positionner sur les questions énergétiques, de déchets, les critères, les enjeux environnementaux globalement et les enjeux de biodiversité. Un item sur les usages, et l'idée là, c'était d'interroger le besoin et de le mettre en perspective au regard des attentes qui sont identifiées par les habitants. Donc là, c'était encore une fois pour inclure le côté citoyen dans cette démarche-là. Et enfin, l'item sur le développement territorial et l'objectif de mettre une focale sur la mobilité et l'accessibilité, mais aussi sur des critères, les composantes un peu fonctionnelles du quartier en termes économiques ou d'intégration de l'agriculture ou plein d'autres sujets en fait, mais qui sont venus suite aux propositions des candidats. Donc, c'était vraiment, ça collait vraiment à leur propre projet. Sachant qu'on demandait aux candidats d'être là avant d'avoir lancé les projets. Hein. Contrairement à différents AMI ou appels à projets qui sont du prêt à sortir, là, on était sur l'idée du projet et l'envie d'appuyer la phase pré-opérationnelle. Tu peux passer. Donc finalement, à l'issue du processus de sélection, on a retenu 7 candidats. Et puis finalement, il en est resté un petit peu moins pour des questions administratives ou d'implication ou de souhait d'y participer. Donc on a eu pas mal de candidats sur la communauté de communes du Pays de Banon, Haute-Provence, Pays de Banon. Donc 4 communes et une commune Sainte-Tulle, donc qui fait partie de la communauté de communes Sud 04. Donc Sainte-Tulle avait un projet d'aménagement en greffe urbaine et toute une qui est venue tracter en fait une opération de restructuration des équipements publics et notamment des écoles avec un redéploiement, enfin une opération un peu tiroir autour de ces sujets-là. Et puis Aubenas-les-Alpes, qui est une toute petite commune, mais qui avait pour ambition de réhabiliter une partie de bâti dégradé et de greffer une partie de logement et de locaux commerciaux. Voilà. La commune de Saint-Mème, qui a développé un projet de 45 logements avec un groupe scolaire. L'idée là, c'était de poser la question de la maîtrise de l'eau et de l'énergie. Et la commune de Reillanne, qui a développé un projet de logement essentiellement et qui a beaucoup travaillé sur les connexions avec le centre ancien. Alors, ça répond à la question de la personne. Hein. Est-ce que ça concerne aussi les collectivités rurales? Oui, principalement pour cette AMI. Mais pas que, puisqu'on a également la communauté d'agglomération Sophia Antipolis, qui a été lauréate de cet appel à manifestation d'intérêt, avec des ambitions qui sont complètement différentes des 4 autres lauréats du 04, puisque là, il s'agissait d'affiner la stratégie d'intervention à une échelle plus lointaine, donc de travailler sur du prospectif, sur les documents de planification, et de travailler sur à la fois la mobilité, le paysage et l'aménagement du territoire. Donc de manière macro, avec un angle aussi beaucoup plus opérationnel, puisqu'il s'agissait aussi de définir des feuilles de route opérationnelles sur des projets de quartier plus prioritaires. On peut avancer. Donc les différents lauréats ont eu à la fois un appui technique et méthodologique, DREAL, DDTM Région et CEREMA, très particulièrement, et un appui financier. Vous le voyez dans la slide précédente, il y avait des éléments financiers qui étaient mis. On allait jusqu'à 60% de financement des études préopérationnelles pour un plafond de 100 000 €.
ce qui est donc plutôt intéressant pour mettre un pied à l'étrier et lancer ce type d'opération. Donc là, vous avez le déroulé, le calendrier général de l'AMI Quartier Durable, hein, avec des choses qui ont été préparées en 2017, une annonce des lauréats à la rentrée 2017. On vous indique également les abandons qu'on a eus, donc Laragne, Montéglin et Vachères, au lancement, hein, en fait, finalement, de cette AMI, pour des raisons qui leur étaient propres à chaque fois, hein, qui n'étaient pas que administratives ou que politiques, mais un peu des deux. Et on voit en fait que l'intégration de ce type de démarche implique beaucoup de mobilisation. Au niveau général, on a souhaité aussi avoir des journées de mobilisation et transversale, donc avec une journée régionale des AMI organisée en juillet 2019 et les éléments de capitalisation qui interviennent maintenant. On voit aussi sur cette frise que chaque collectivité a eu un calendrier qui lui était spécifique. Notamment, je pense à Sainte-Tulle qui s'est lancée en dernier. Elle s'est lancée en dernier, pourquoi? Opérationnellement, parce qu'ils ont eu un éboulement sur une route qui a mobilisé toutes les forces de la commune sur la gestion de cette problématique-là, et donc un cahier des charges et un marché qui s'est lancé plus tard que les autres, et c'est bien normal, on le comprend. Donc là, on arrive à la fin de cette AMI quartier durable, d'où la capitalisation qu'on peut en faire aujourd'hui. Alors, on peut passer au niveau de la slide. Et donc, en termes de retour d'expérience, on a essayé de les catégoriser en 3 grands blocs. L'accompagnement tout d'abord. On s'est rendu compte qu'en termes de terminologie, dans les processus de lancement des projets, il fallait absolument poser un temps préalable pour parler le même langage, savoir où on allait de manière commune, et être sûr de la compréhension par les différents acteurs et du point de départ et du point d'arrivée. Les calendriers, je viens de vous en parler, hein, il y a besoin de beaucoup de souplesse puisqu'on a nécessité d'avoir une dynamique générale avec tous les lauréats, mais d'avoir beaucoup aussi d'individualisation, puisque chaque collectivité a ses contraintes et ses enjeux qu'on doit prendre en compte. Il y a également une prise de conscience des implications d'une démarche d'aménagement durable. Ça demande de regarder beaucoup plus large dans les thématiques qu'on souhaite aborder, même si chaque projet peut avoir une idée force. Quand on rentre dans un projet d'aménagement durable, il faut pouvoir adresser d'autres thématiques qui n'étaient peut-être pas envisagées au départ. Il y a également la question de la temporalité qui doit aller plus loin, puisqu'un projet d'aménagement durable doit pouvoir tenir un petit peu plus longtemps dans le temps. Donc, les questions de gestion, de coût global et de fin de projet doivent aussi être adressées. Et puis sur le déroulement des études, on a identifié quelques moments un peu charnières ou des étapes qui sont importantes à souligner et sur lesquelles on a pu accompagner utilement les collectivités. Donc notamment dans le fait de conforter le rôle de la maîtrise d'ouvrage en face des bureaux d'études par exemple, ou les accompagner dans le fait de trouver un positionnement en face de leur bureau d'études, par exemple, d'impulser, d'organiser et de trancher, finalement. Et le deuxième point qu'on voulait souligner, c'était l'utilité des partenariats et des partenariats techniques, alors avec l'État et la région, évidemment, et plus particulièrement avec les DDT qui ont un ancrage territorial qui est très fort et qui peut vraiment être un très bon relais pour les collectivités. Et donc là, l'objectif, c'était d'aider les lauréats de cette AMI à s'adosser à des partenariats et à aller chercher d'autres partenaires pour conforter leur démarche. Donc finalement, on se rend compte que les projets, ils sont quand même soumis assez fortement à
et on l'a ressenti dans notre AMI, aux enjeux électoraux. On a eu des changements de municipalité, donc ça a nécessité aussi un temps de recalage avec les nouvelles équipes municipales. Et on peut quand même souligner une montée en gamme des projets avec surtout le fait de rentrer des thématiques qui ne sont pas forcément évidentes à mobiliser pour les collectivités. Je pense notamment aux enjeux environnementaux qu'on connaît, mais dans lesquels on a du mal à rentrer très concrètement. On peut passer. Donc tous ces éléments-là nous ont conduit à une démarche de capitalisation. On s'est dit que quand même, c'était intéressant de partager un petit peu plus largement qu'avec les lauréats le travail qui a été fait et puis cette capacité à recoller peut-être les thématiques. Donc, cette AMI, on peut lui reconnaître quelques d'avoir réussi à répondre à quelques grands sujets, en tout cas, notamment sur l'anticipation et l'accompagnement des collectivités à poser le besoin, à se donner les moyens de répondre à leurs commandes en sollicitant des bureaux d'études, en étant exigeants en phase 2, de contextualiser leurs démarches, de poser leurs ambitions, et puis d'aborder toutes les questions qui vont au-delà du projet d'aménagement, c'est-à-dire les usages et la gestion de ces espaces publics, donc de ne pas les oublier quand on rédige un cahier des charges d'études préopérationnelles, avoir ça en tête. Et puis, il y a eu quelques principes méthodologiques qui sont ressortis. Dans notre démarche de capitalisation, l'objectif, c'était surtout de ne pas donner un cahier des charges type ou un texte à trous, mais plutôt d'essayer de produire un document qui permette de se poser les questions et de savoir pourquoi on écrit ça dans le cahier des charges et du coup, quelles réponses on peut attendre de la part des bureaux d'études. Donc là, l'idée, c'était vraiment de proposer un chemin et pas tellement de remplir une grille. Voilà, l'objectif, c'est toujours de guider la réflexion et d'accompagner les maîtres d'ouvrage sans exiger que tous les sujets soient traités, puisque les projets, on se rend bien compte qu'ils peuvent être assez différents. Enfin, en tout cas, dans notre AMI, on a eu tout un panel de projets assez différents, de projets de logement à des projets de restructuration de zones d'activité, par exemple. Donc, on est vraiment là dans un large panel. Et donc cette capitalisation, c'est quelque chose qui va évoluer dans le temps. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre comme ça à l'instant T. Du coup, on s'est positionné envers les collectivités qui sont de taille plus petite, en se disant on va plutôt fournir des outils simples, ou en tout cas le plus simple possible, pour que les maîtres d'ouvrage ne soient pas perdus quand ils souhaitent se lancer dans ce type de démarche. Donc, vous avez la liste des fiches méthodo qu'on a faites, alors qui tiennent chacune en une page. Hein, c'est bien un outil de décryptage de ces éléments-là, donc avec le rôle de la maîtrise d'ouvrage, le cadre juridique, des éléments sur la concertation et la mobilisation citoyenne, l'évaluation, la frise du projet urbain, les acteurs du projet urbain, la stratégie foncière, la mise en place de la démarche projet, la désignation d'un prestataire d'études, le diagnostic partagé des enjeux, la définition des objectifs et des scénarios d'aménagement, et enfin l'élaboration du programme et du plan guide. Il y a des choses qui seront plus détaillées. Hein. La désignation du prestataire, ça donne lieu à l'élaboration du guide pour la rédaction des cahiers des charges. Tu peux avancer. Alors si on prend les choses dans l'ordre. Juste Perrine, au niveau du timing, on commence à être un peu court, donc je te laisse, mais je vous laisse quand même quelques minutes pour terminer. Mais ouais. Voilà. Ok. Merci. Merci. Alors, on va passer rapidement, mais la frise du projet urbain, elle est très centrale dans les choses qu'on a élaborées. Hein. L'idée, c'est de permettre de voir en un seul coup d'œil
qu'est-ce que c'est, quelles sont les grandes étapes d'un projet depuis la phase préparatoire jusqu'à la vie du quartier, et de situer des grands moments clés par lesquels il va falloir passer pour bien construire ce projet. Donc, c'est des éléments de conduite d'un projet avec une vision qui est très simplifiée pour ceux qui n'ont jamais mis en œuvre ces types de projets. Donc, avec la construction, enfin, l'identification des partenaires, l'organisation de la concertation, etc. Les différents copiles qui doivent être mis en place, les livrables qu'on attend à chaque étape et évidemment les objectifs de chaque étape. On peut passer. Donc, rapidement, je vous présente une fiche. Donc, bon, c'est la fiche sur la stratégie foncière. Donc, vous voyez en haut qu'on reprend à chaque fois cette frise chronologique avec de la phase préparatoire à la vie du quartier. Et elles sont structurées toujours de la même manière, c'est-à-dire elles sont structurées en blocs avec des implications politiques qui doivent aider au positionnement des collectivités. Sur la droite, un zoom méthodologique, et puis on peut aller chercher quelques exemples dans les démarches écoquartier. Donc là, on a ciblé des exemples qui étaient particulièrement intéressants du point de vue de la stratégie foncière. Et puis, on reprend quelques illustrations et quelques exemples bibliographiques qui permettent d'aller plus loin et de poser toutes les questions. J'ajoute qu'à chaque fois, le guide méthodologique et les fiches méthodologiques, ils résonnent ensemble à travers le petit picto œil que vous voyez en haut à droite. Donc, en fait, il y a un aller-retour qui est prévu entre le guide et ces fiches. Et voilà, on peut passer. On va être frustrés. Alors, le guide d'élaboration du cahier des charges, il part de différents constats. Les phases d'études préopérationnelles, évidemment, elles sont un moment charnière qui a besoin d'une certaine anticipation. Et c'est difficile parce qu'au moment où on réfléchit à peine au lancement d'un projet, il faut déjà, pour une collectivité, avoir des idées assez claires pour rédiger le bon cahier des charges et positionner les curseurs pour avoir les réponses qui sont appropriées à son projet. Et souvent, en fait, les collectivités sont assez seules face à cette tâche qui est très structurante et elles ont du mal à formaliser leurs commandes. Donc, elles risquent d'avoir une réponse qui n'est pas appropriée. Donc, on a cherché à souligner des principes méthodologiques qui s'adressent à la maîtrise d'ouvrage, mais qui vont aussi permettre de structurer la réponse qu'on peut attendre de la part de bureaux d'études. Et puis, le deuxième point que je voulais souligner là, c'était de vous dire que ce cahier des charges, c'est pas un outil... c'est un outil qui doit être vivant et qu'on doit questionner, et il n'a pas vocation à poser toutes les questions, mais il est vraiment là pour guider une série de thématiques, et on l'a structuré comme ça en fait. Tu peux avancer. Donc voilà le cadre de ce guide. En fait, il est rédigé comme un CCTP pour un cahier des charges, mais ce n'est pas un CCTP d'un cahier des charges. Donc, on a mis plusieurs blocs, le contexte territorial réglementaire, le secteur des projets, zoomé, la méthodologie qu'on met en œuvre et les missions qui sont attendues du prestataire, et un gros bloc sur les ambitions du projet. Tu peux avancer. Et donc, concrètement, en fait, ce cahier des charges guide, il est structuré de la manière suivante. Donc, vous voyez, à chaque fois, il y a l'article qui fait en fait référence à l'armature d'un cahier des charges normal, enfin classique, qui peut être évidemment modifié, mais on va dire que c'est une trame qu'on a choisie. Et à chaque fois, il y a une partie d'attendu, des questions à se poser, une série de recommandations, une série de retours sur des réponses qu'on peut en attendre, et ça, c'est lié à l'analyse de toutes les réponses qu'on a pu avoir dans les réponses des bureaux d'études. Et puis, quelques propositions de rédaction quand même, avec des textes à trous.
parce que c'est quand même attendu malgré tout, mais c'est pas l'objectif de ce travail-là. Voilà, donc c'est vraiment le résultat de l'analyse des réponses qu'on a pu avoir avec finalement parfois des décalages. Et donc là, on voulait bien accompagner les collectivités sur le fait de poser leurs besoins et puis de structurer un petit peu mieux les cahiers des charges d'études préopérationnelles. Alors tout ça sera mis en ligne sur le site de la DREAL. Pas encore le lien, mais on l'enverra un peu plus tard. Avec un peu de chance, le lien sera dispo quand on mettra le PowerPoint en ligne, mais peut-être pas. Dans ce cas-là, on renverra l'information plus tard ou on la mettra sur notre site internet dès qu'elle sera disponible. Merci beaucoup, Perrine et Marjorie, c'était très riche. Et du coup, c'est vrai qu'on a eu une belle introduction avec différents outils qui vous ont été présentés. Alors, sur des démarches, on va dire, globales, puisque là, on est sur des démarches de aménagement durable, quartier durable, des démarches avec les questions de cahier des charges qui sont cruciales, en fait, puisque on s'aperçoit bien souvent dans nos échanges avec les collectivités que souvent, entre les idées qu'on a, les bonnes idées qu'on a, les idées un peu vertueuses qu'on peut avoir dans les souhaits d'aménagement, souvent on se heurte à des prestataires, des entreprises qui ne sont pas en mesure de répondre ou qui nous disent que ce n'est pas possible. Donc, d'où l'importance effectivement d'avoir des cahiers des charges bien montés dès le départ. Voilà. En tout cas, merci pour toutes ces ressources. Je vois qu'il y avait quelques questions qui avaient été posées pendant vos interventions. Voilà, effectivement, donc les CAUE qui rappellent qu'ils sont disponibles pour assurer la fonction d'AMO pour aider les communes dans les phases amont. Donc les CAUE qui sont présents au niveau des départements, départementales. Oui. Ça a été le cas, pour préciser, je parlais des partenariats dans les premières diapos. On a eu par exemple le CAUE du... Non, on a eu le PNR. Ah non, on a eu le PNR. Sur ces territoires-là, il n'y avait pas de CAUE, malheureusement. C'était sur notre projet, pardon. Mais évidemment, là, la présentation qu'on fait, on a mis les partenaires. Ça nécessite à chaque fois d'être contextualisé, approprié par la collectivité. Le message étant que, oui, les partenariats sont essentiels pour augmenter en qualité et en ambition des projets. Donc, merci aux CAE d'être là auprès de leur territoire. Alors ensuite, il y avait une question sur la question de l'adaptation au changement climatique. Est-ce que celle-ci a été prise en compte dans l'AMI et ou les fiches méthodo? Voilà. Est-ce qu'il y a une réponse qui peut être faite à cette question? La question de l'adaptation au changement climatique sous le prisme transport. Alors oui, tout à fait. Ça fait entièrement partie des éléments qu'on adresse. En fait, si tu reviens à la slide sur le contenu du guide, celle-là, hop, voilà, tout à fait. Tu as dans l'article 4, au niveau de la philosophie du projet, on a mis adaptation au changement climatique. En fait, cet article 4, il est très structurant parce que ce sont tous les sujets, alors nous on dit métiers ou thématiques, qu'on va vouloir retrouver dans des projets d'aménagement qui vont soit être très transversaux, comme la santé ou l'adaptation au changement climatique, ou qui vont avoir plus trait à soit la programmation fonctionnelle, soit la programmation plus environnementale. Nous, on a considéré que le sujet de l'adaptation au changement climatique est un sujet suffisamment majeur pour être remonté en chapeau de tous les raisonnements sur des études préopérationnelles en matière d'aménagement durable. Et donc, oui, évidemment, c'est quelque chose de fondamental dans les réflexions. Très bien. Merci pour cet éclairage. Et alors sinon, il y avait une question qui sera peut-être traitée plus tard, effectivement, par rapport à la question de la biodiversité existante dans les projets d'aménagement durable. Voilà, comment celle-ci peut être prise en compte. Donc ça, c'est des choses que je vais déployer justement dans ma présentation. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail aujourd'hui parce qu'il y a énormément de choses dont on souhaite vous parler, mais bien entendu que la biodiversité existante est parfois et souvent une
oublier des projets d'aménagement et que effectivement, il y a des manières de la prendre en compte dès l'amont, dès la planification, dès les premières réflexions. Donc, on en parlera ensuite. Et du coup, dans le guide, elle est traitée dans la programmation environnementale. Les questions de biodiversité, elle a son propre sujet dans la programmation environnementale. Ouais, pour compléter, c'est vrai que c'est un sujet dans le référentiel où on aborde beaucoup la biodiversité plutôt sous l'angle du végétal. Parce que voilà, on parle beaucoup de végétalisation, de renaturation. Et, je pense que c'est un point sur lequel nous, on va travailler aussi sur le référentiel pour intégrer aussi, je dirais, le vivant animal, insecte, quoi dire. On rappelle que de toute façon, voilà, la nature en ville, elle n'est pas que végétale, mais je pense que oui, il faut clairement renforcer ce sujet-là, notamment quand on est aussi dans des communes de plus petite taille. Du coup, Marie-Caroline, que tu as la parole, il y avait une personne qui voulait savoir si le référentiel aménagement durable de la région était disponible en ligne et diffusable. Alors, il n'est pas en ligne. Voilà, j'ai répondu en disant qu'il pouvait être demandé au service aménagement. Hein. On transmet en fin de compte le document. Puis après, en ligne, on trouve sur le site Connaissance du territoire le 4 pages, là, qui est plutôt un document un peu de communication. Mais il ne faut pas hésiter à revenir vers nous à l'adresse générique que j'avais indiquée dans le chat. Ok, très bien. Bon, Marie-Caroline, tu as réussi à revenir parmi nous. C'est bon, techniquement, les problèmes sont résolus. Oui, mais sans l'image. Ok, Mais bon, bon, c'est pas grave. c'est pas grave. On t'entend, on aura le PowerPoint, donc ça devrait aller. Oui. Très bien. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, il y a d'autres questions qui sont apparues, s'il y a de futurs AMI qui sont prévus. Donc, voilà, savoir s'il y en a des prochains. À ce stade, non, c'était une mesure du précédent CPER. Et là, à l'heure actuelle, on est plutôt sur des démarches qu'on va concerter ensemble, mais pas nécessairement copiloter comme ça l'a été sur l'AMI Quartier Durable. Maintenant, je pense que tous les dispositifs financiers et de la région et de l'État vont aussi dans ce sens-là. Donc, l'idée de cette AMI Quartier Durable, c'était vraiment de définir. Ah, on a reperdu Perrine. Décidément, aujourd'hui, on n'est pas aidé au niveau technique. Des choses sur lesquelles on pourrait avoir des institutions. On a vu que oui. Donc, vous ne nous entendez pas? Il y a eu un décalage, mais c'est revenu. Ah, d'accord. Voilà, donc de manière courte, non, pas d'AMI prochainement. Et du coup, il y avait une autre question que je vois que Marie-Caroline aussi répond, c'est est-ce que ces outils peuvent être aussi pris en compte par le privé? Oui, bien sûr. C'est tout l'intérêt. Alors nous, le cahier des charges, la rédaction du cahier des charges, on a pris et le point de vue de la collectivité et la réponse que pouvait fournir un prestataire. Ça permet aussi de croiser les regards et de se comprendre les uns les autres. En tout cas, c'était l'intention qu'on avait dans la rédaction de ce guide-là. Du coup, c'est la même chose pour le référentiel du coup région. Marie-Caroline a répondu qu'en effet, c'est aussi valable pour les maîtrises d'ouvrages privés. Oui, surtout que on a aussi plein de projets sur lesquels dans le cadre de ZAC, une commune, elle fait appel aussi à de la promotion privée. Et pour répondre à la question sur les financements des classiques sur les études de préop, au niveau régional, dans le cadre du dispositif Nos territoires d'abord, qu'on passe avec les EPCI, on finance les études de préop et les études opérationnelles de l'ensemble des projets qui sont retenus dans le cadre de la programmation. Ok, bon, je vous propose de passer à la suite pour ne pas prendre trop de retard, même si tout ça est évidemment très intéressant. J'espère qu'on a répondu à la majorité de vos questions. En revanche, il faut que voilà.
Alors, la suite de ce déroulé, donc on va passer un peu à la deuxième partie. Alors là, c'est moi qui vais vous proposer donc un outil, mais que je vais illustrer aussi avec des retours d'expérience et des photos pour vous montrer un petit peu comment tout ça peut se traduire. Bien sûr, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui et je vais essayer de faire aussi court que possible. Aurélie, n'hésite pas à me dire si je prends trop de temps. Voilà, donc c'est un mémento qu'on vient de publier donc, fin octobre, qui s'appelle « Aménager nos villes et villages avec l'eau et la nature, une opportunité face au changement climatique en Provence-Alpes-Côte d'Azur ». Donc, l'objectif de ce mémento, c'était d'être un document vraiment synthétique, attractif, donc qui fait 20 pages, hein, et qui permet en fait de décliner 12 principes d'aménagement avec l'eau et la nature, adaptés à notre région. Alors là aussi, hein, on a bien dit aménager nos villes et villages. Ça veut bien dire que ça concerne tout le monde, depuis les grosses opérations d'aménagement jusqu'à des travaux finalement, hein, d'aménagement d'espaces publics qui peuvent concerner tous les territoires. Donc, on a 20 pages avec 12 principes déclinés, avec des retours d'expérience, des ressources, des outils et des références réglementaires. Ce document, il est disponible au format papier, donc en général, on le met à disposition sur tous les événements sur lesquels on est présent. Et vous pouvez également le télécharger sur notre portail ressources sur le site arbre-regionsud.org. Donc, l'idée de ce document, c'est de montrer effectivement que la biodiversité et l'eau ne sont pas uniquement des contraintes. Bien souvent, on les a vues pendant des années comme des contraintes, hein, puisque les espèces animales, végétales étaient parfois des empêcheurs de développer des projets, surtout quand on tombe sur une espèce protégée, hein. On parlait tout à l'heure de martinets, par exemple, ou de chauve-souris. Alors que cette biodiversité et cette eau sont vraiment des atouts et sont indispensables pour la résilience de nos territoires, donc leur capacité à s'adapter face au changement climatique. Donc l'eau et la biodiversité, hein, donc la nature, rend ce qu'on appelle des services écosystémiques, donc des services qui sont indispensables aux êtres humains, que ce soit par l'amélioration de la qualité de l'air, la captation du carbone par la végétation et le sol, que ce soit par la gestion des eaux pluviales et la réduction des risques d'inondation, l'alimentation et l'approvisionnement local, hein, lié à l'agriculture, l'amélioration du confort thermique estival, qui est un sujet particulièrement actuel, c'est-à-dire que tout ce qui est végétation, biodiversité, sol perméable va permettre de réduire les températures et donc améliorer le confort et la santé et le bien-être des populations. Et tout cela, finalement, vise à répondre à tous les enjeux de l'aménagement du territoire, puisque avec l'eau et la nature, on peut parler de liaison douce, on peut parler de cheminement, on peut parler d'espaces de loisirs, on peut parler d'aménagement, de logement, d'école. On peut parler de transport. Donc, en fait, tous les sujets finalement de l'aménagement du territoire peuvent être regardés sous le prisme de la nature. Et l'objectif, c'est vraiment de contribuer au bien-être des populations, de proposer des espaces aussi qui vont être multifonctionnels, c'est-à-dire que, on va le voir, hein, on peut réfléchir une zone d'expansion de crues comme un espace de promenade, de pique-nique, de découverte de la biodiversité. On peut, voilà, tous ces espaces peuvent devenir multifonctionnels. Et au final, on va avoir une amélioration de l'attractivité des territoires, donc qu'elle soit économique, résidentielle, mais également touristique. Un petit chiffre, hein, que je trouve intéressant, c'est que 85% des Français considèrent comme importante la proximité avec un espace vert. Et d'ailleurs, il y a des études qui ont montré que les logements qui sont situés à proximité d'un espace vert se vendent plus cher que ceux qui en sont éloignés. Donc, on a vraiment ce besoin de reconnexion avec la nature qui est très présent et qui a vraiment explosé suite à la crise du Covid. Alors, il y a une idée aussi qu'il est important d'aborder aujourd'hui, hein, c'est la lutte contre l'artificialisation des sols, puisque vous savez sans doute que la loi climat et biodiversité, climat et résilience de 2021 a mis en place finalement la notion de zéro artificialisation nette des sols, avec un objectif en 2050, hein, et un objectif intermédiaire de diminution par 2 de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers en 2030. Donc est apparue finalement cette notion de sobriété foncière, essayer de limiter l'étalement urbain, essayer de limiter la consommation d'espaces non artificialisés au profit du développement des territoires.
Tout ça, finalement, ce n'est pas incompatible avec la création de logements, la création de fonctions, la création de services, la création d'activités économiques. Et donc, l'idée, c'est d'aller finalement vers des constructions et des aménagements plus qualitatifs, plus denses, plus sobres en consommation d'espace, mais on va essayer de changer finalement la manière d'appréhender les projets d'aménagement. Il y a une question également qui paraît très importante, mais que je ne détaillerai pas ici, c'est la notion de trame brune, qui est indissociable pour moi de l'objectif zéro artificialisation nette et aussi des objectifs de préservation de la biodiversité et de l'eau. Donc la trame brune, finalement, c'est l'idée de maintenir un réseau de sols fonctionnels, vivants, de pleine terre, qu'on avait complètement oublié et complètement occulté de nos politiques et de nos projets d'aménagement. Et donc cette trame brune, c'est le support finalement de toute biodiversité et de toute végétation, et elle vise aussi à permettre l'infiltration des eaux pluviales en local. Donc voilà, on essaye de sortir de ces schémas d'aménagement que vous avez en photo pour aller vers des aménagements plus vertueux. Alors ici, je vous ai mis un extrait du sommaire de notre mémento, donc qui est en 2 parties. Donc une première partie assez courte sur la planification. Donc rappeler que la planification, c'est vraiment le socle réglementaire pour affirmer le projet de territoire et préserver la biodiversité aussi, effectivement. Et une deuxième partie sur concrètement comment on peut faire pour intégrer la nature et l'eau dans tous les projets d'aménagement et de construction. Quels nouveaux réflexes adopter au final? Alors, sur la planification, effectivement, il y a 3 volets. Effectivement, le premier qui nous paraissait important, c'est qu'il est essentiel d'associer toutes les parties prenantes. On en a parlé dans les retours d'expérience précédents. Associer les acteurs du territoire, associer les experts, associer la population, c'est indispensable pour aller vers des projets de territoire qui soient partagés. Voilà, donc ça, c'est une première chose qu'on explique dans le mémento. Maintenant, je ne rentrerai pas dans le détail ici, puisque ce n'est pas l'objet, et j'irai plus vite sur cette partie de la planification. Il y a un deuxième principe également, et c'est en lien avec la question qui nous a été posée tout à l'heure sur la préservation des espèces, c'est la connaissance. C'est-à-dire qu'avant d'aménager, avant de déployer des projets, il faut connaître son patrimoine naturel. Pour ça, il y a des outils comme les atlas de biodiversité communale qui sont très intéressants, qui permettent d'inventorier, de localiser les espèces animales, végétales, de localiser des éléments intéressants comme des mares, des haies, etc., qui vont contribuer à la biodiversité et au cadre de vie. Donc, il est indispensable effectivement de connaître pour protéger et pouvoir mobiliser finalement ensuite des outils d'évitement, de réduction, de compensation des impacts sur la biodiversité. Et un troisième principe au niveau de la planification, c'est que la planification, c'est un outil très puissant, notamment dans les plans locaux d'urbanisme et les plans locaux d'urbanisme intercommunaux. Le Code de l'urbanisme propose de nombreuses possibilités pour localiser les éléments de biodiversité, que ce soit des éléments de continuité écologique ou des éléments plus ponctuels comme des arbres, des linéaires de haies, des mares, des cabanons qui pourraient être intéressants pour certaines espèces, etc. Donc voilà, toutes ces étapes finalement de connaissance et ensuite d'inscription dans le document de planification permettent quand même d'ancrer certains principes. Donc on peut localiser effectivement des espaces à préserver, mais on peut également donner des principes d'aménagement vertueux. Alors par exemple ici c'est un extrait d'un plan local d'urbanisme qui donne des préconisations par rapport à l'éclairage public pour impacter au minimum la biodiversité. On a également d'autres outils comme le coefficient de biotope par surface qui permet d'amener un coefficient finalement éco-aménagé dans tous les projets d'aménagement, notamment en centre-ville ou centre-village. Ça a été mis en place sur Avignon, notamment dans notre région. Mais on a également d'autres outils des PLU que je ne détaillerai pas ici, mais comme les orientations d'aménagement et de programmation qui permettent vraiment d'édicter des principes d'aménagement vertueux, que ce soit sur la non-imperméabilisation, que ce soit sur la végétalisation, l'implantation des bâtiments pour limiter les obstacles aux continuités écologiques, la mise en place de clôtures perméables pour la petite faune, etc. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, simplement, je ne rentre pas plus dans le détail, c'est que la planification et la connaissance, c'est vraiment des socles pour ensuite aller vers des projets d'aménagement vertueux.
Alors ensuite, je vais passer à la deuxième partie un peu plus concrète sur effectivement comment intégrer la nature et l'eau dans tous les projets d'aménagement et de construction. Alors, je ne pourrais pas détailler ici tous les principes puisque, comme vous le savez, il y en a 12 dans ce mémento, mais je vais zoomer sur quelques incontournables, on va dire, et bien entendu, je vous laisserai découvrir le document si ça vous intéresse, qui est dans notre base de données de ressources sur notre site internet. Voilà, alors un petit zoom sur la démarche écoquartier parce que c'est une démarche qu'on met en avant dans la mesure où c'est une démarche globale à l'échelle du quartier et qui peut être mise en œuvre aussi bien dans des métropoles que dans des petits villages. Vous aurez un retour d'expérience ensuite sur Volonne dans les Alpes de Haute-Provence. Donc l'écoquartier, c'est un projet d'aménagement qui vise à intégrer tous les enjeux et principes de la ville et des territoires durables. Donc c'est une démarche qui est vraiment pertinente pour intégrer la nature et l'eau dès la conception et en concertation avec toutes les parties prenantes. Voilà, je vous ai mis aussi un petit verbatim, c'est que le réchauffement climatique, c'est aussi dans les villages. C'est-à-dire que tout ce que je vais vous présenter concerne tous les territoires, y compris les petits villages qui sont parfois situés dans des espaces assez exceptionnels au niveau nature, dans des parcs naturels régionaux, etc. Les petits villages aussi sont soumis au réchauffement climatique et sont aussi des mini-îlots de chaleur urbains à leur échelle. Donc, tous les principes dont on va vous parler vont permettre d'accroître le confort des habitants et bien entendu la biodiversité. Alors voilà, donc je zoome sur justement cet écoquartier, donc le projet d'écoquartier de Volonne. À l'échelle d'un quartier, comment ça peut se traduire, tous ces principes d'aménagement. Donc la ville de Volonne, c'est un village de 1700 habitants dans les Alpes de Haute-Provence qui a souhaité en fait redynamiser son cœur de village avec le déploiement de logements seniors, l'extension d'une crèche, la mise en place d'une maison de santé et surtout la revalorisation de l'espace public qui était complètement imperméabilisé avec la place de la voiture qui était vraiment prégnante, c'était des parkings. Donc on a tout désimperméabilisé et les parkings ont été recréés de manière désimperméabilisée juste en périphérie de ce cœur de village. Et donc, il y a un espace public paysager et apaisé qui a été mis en place au cœur de l'écoquartier. Donc, les photos valent mieux qu'un long discours, effectivement. Donc, on a donc, au milieu cette photo, c'est la maison de santé qui a été créée, donc un bâtiment très qualitatif sur le plan effectivement énergétique, matériaux, etc. Et avec des espaces extérieurs également très agréables. Donc, ça, c'est la salle d'attente nature de cette maison de santé. Qui est donc complètement désimperméabilisée, végétalisée et particulièrement plébiscitée. On a également donc, des liaisons douces qui ont été créées en cheminement stabilisé avec une aire de jeu naturelle, donc avec des matériaux de réemploi qui a été mis à disposition pour les enfants. Pour la petite histoire, en fait, ce projet il a été créé autour de l'existant, c'est-à-dire qu'il y avait des cèdres centenaires qui étaient en place. Et donc, le souhait de la municipalité, qu'elle a tenu très fermement, c'était de conserver les arbres en place et donc de construire finalement les bâtiments autour de ces arbres. Il y a un seul cèdre qui a dû être abattu, malheureusement, et donc il a été réutilisé pour créer des jeux pour les enfants. Voilà, donc les enfants qui ont également participé à la végétalisation du parc qui est finalement qui a été créé en cœur d'îlot. Et donc, ils ont planté des arbres et ça leur a permis de s'approprier le projet. Quelques autres photos, effectivement. Donc, en fait, c'est un espace de biodiversité puisque c'est un refuge LPO. Donc, il y a un suivi par la LPO avec des nichoirs qui ont été mis en place, un petit espace potager, un espace de pique-nique. Voilà. Donc, on est vraiment sur un lieu qui est vraiment très agréable, très réussi, qui remplit sa mission de redynamisation du cœur de bourg et tout en créant des espaces agréables pour ses usagers. Agnès, il va te rester pareil, un peu plus de 5 minutes, mais pas beaucoup plus. J'ai déjà parlé 10 minutes? Eh oui, mais c'est pour les... Alors, je me dépêche. Alors, un principe, effectivement, donc finalement, Volonne, c'est un peu l'exemple qui synthétise tout ce qu'on cherche à montrer dans ce document, en tout cas une bonne partie des principes. L'idée, c'est effectivement, le principe numéro 6 dont on parle dans ce mémento, c'est de désimperméabiliser, ne pas imperméabiliser les sols pour préserver la ressource en eau et maintenir un sol vivant. Ça fait écho à la trame brune dont je vous parlais tout à l'heure. Donc le sol, effectivement, il a de nombreuses fonctions, des fonctions d'infiltration des eaux de pluie. L'idée maintenant, c'est de favoriser l'infiltration en local,
c'est-à-dire que toute goutte d'eau va s'infiltrer là où elle tombe grâce à un sol non imperméabilisé ou désimperméabilisé et ainsi bénéficier aux végétaux, à la biodiversité et recharger la nappe phréatique également. Donc, on essaie de sortir de cette logique de ruissellement, de busage, où en fait, on gérait les eaux de pluie avec des solutions grises qui finalement ne font qu'envoyer l'eau en aval. Et donc, on perd finalement toute cette eau qui ne bénéficie pas au territoire où elle tombe. Voilà, donc il y a de nombreux avantages à avoir un sol désimperméabilisé. Effectivement, on va avoir un stockage de chaleur qui va être réduit, donc plus de fraîcheur. Ce sol pourra être un support de biodiversité et de végétation, et on aura donc cette infiltration des eaux de pluie locales. Alors, quelques exemples. Donc, à Miramas, on a eu la désimperméabilisation d'un boulevard qui avant était une 2x2 voies en centre-ville, qui a été transformé en parc urbain linéaire sur près de 800 mètres de long. Donc, une réduction de l'emprise, donc de la place de la voiture en ville, et un apaisement vraiment très important de cet espace qui est maintenant un espace de promenade, de découverte de la biodiversité et de fraîcheur, avec à chaque fois une végétalisation diversifiée, adaptée au climat et qui nécessite peu d'arrosage, toujours dans le but de préserver la ressource en eau. Alors, quand on parle de désimperméabilisation, il y a un sujet très actuel, ce sont les cours d'école, parce que finalement, ce sont un peu des mini-villes où il se passe énormément de choses au niveau social. C'est aussi l'occasion de sensibiliser les enfants, de travailler aussi sur les projets pédagogiques. Donc, quelques petits retours d'expérience sur des cours d'école qui étaient assez classiques finalement. Donc, un rectangle de bitume avec quelques arbres quand même pour faire de l'ombre, mais qui sont globalement des îlots de chaleur et des endroits dans lesquels les enfants ne savent pas forcément quoi faire à part jouer au ballon. On s'aperçoit que travailler sur les cours d'école, c'est surtout l'occasion de travailler sur les usages de la cour et redonner de la place à tous les enfants, à toutes les activités et apaiser les ambiances de classe. Donc sur Marseille, finalement, ça a donné, donc voilà, vous avez les photos avant, les photos après, donc avec des espaces végétalisés, des revêtements de sol de matériaux différents mais toujours perméables, de la mise en place de jeux même dans les écoles élémentaires et également des tables qui permettent de faire classe dehors ou de manger dehors le midi. Un autre exemple, c'est donc dans le Luberon, donc là aussi, village très, petite ville très rurale, un Beaugneux, où l'école a été désimperméabilisée sur quasiment toute son emprise, avec la mise en place de fosses en copeaux qui sont très, très appréciés par les enfants pour jouer, et la mise en place de plantations qui ont été réalisées par les enfants. Voilà, donc un autre exemple de réussite de cours d'école. Alors, je continue sur mes principes. L'idée, c'est aussi d'aller vers toujours sur la désimperméabilisation. Il faut savoir qu'il existe quand même différentes possibilités de ne pas imperméabiliser. Souvent, les parkings, on les faisait effectivement de cette manière-là. Donc, une grande superficie en enrobé, parfois quelques arbres, et la nécessité de gérer les eaux pluviales avec des solutions grises, comme on le voit sur cette photo aérienne. En fait, on peut penser les choses autrement avec des solutions perméables qui vont être adaptés à l'usage, l'usage plus ou moins intensif, et une gestion pluviale plus durable avec des systèmes de noues végétalisés, par exemple. D'ailleurs, je rebondis sur la gestion du pluvial. Effectivement, c'est notre principe numéro 7 dans le Memento. Jusqu'à présent, on avait tendance à voir, jusqu'à il y a quelques années, on avait tendance à développer par défaut des solutions grises pour la gestion du pluvial, donc des bassins d'orage, des buses. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, finalement, l'eau est perdue, elle n'est pas dépolluée naturellement par les plantes et par le sol, et elle s'écoule en aval. Au final, elle retourne beaucoup plus rapidement à la mer. Donc, c'est de l'eau qui ne bénéficie pas au sol, aux plantes et à la nappe phréatique. Donc, l'idée, c'est de revenir à des solutions vertes qui devraient devenir maintenant un automatisme. C'est-à-dire que cette image, ça, c'est un bassin d'orage, mais il est complètement végétalisé. Déjà, esthétiquement, c'est quand même plus agréable que le bassin que vous avez à gauche. Et en plus, c'est un espace dans lequel on peut se promener quand il n'est pas en eau, c'est-à-dire la majorité du temps. On a également la possibilité ici aussi de gérer les eaux de manière durable avec des systèmes de noues, comme ici dans cette zone d'activité, des noues qui finalement s'écoulent dans une lagune terminale qui est un vrai îlot de biodiversité. Voilà, alors il faut savoir que ces solutions vertes sont 1,5 fois moins chères en coût global, donc ça a aussi également un intérêt pour les collectivités, même si ça demande de s'organiser différemment au niveau de l'entretien.
Voilà, un dernier principe que je voulais vous présenter aujourd'hui, et je ne vais pas tous vous les présenter, hein, encore une fois, ceux du Memento, c'est celui de la végétalisation. C'est un incontournable pour favoriser la biodiversité, préserver la ressource en eau et s'adapter au changement climatique. Un petit chiffre hein, qu'on entend souvent, c'est que les arbres d'ombrage permettent de faire diminuer la température urbaine de 3 à 5 degrés dans les villes et les villages, et ils permettent également de diminuer la consommation liée aux climatisateurs, aux climatisations. Voilà, donc l'idée c'est de végétaliser partout où on peut le faire, si possible en pleine terre, parce qu'on va avoir des plantes qui vont pouvoir aller chercher l'eau dans le sol naturellement, qu'on n'aura pas besoin d'arroser, qui ne vont pas surchauffer. Et c'est également de diversifier et de planter des essences adaptées au climat, adaptées à notre région. Pourquoi diversifier? Tout simplement parce que quand il y a des maladies qui apparaissent, hein, comme par exemple le chancre coloré du platane, si on a planté uniquement des platanes, et ben malheureusement, il arrive un jour où on doit tous les abattre et on n'a plus rien. Donc l'idée, c'est vraiment de varier au maximum et d'éviter tout ce qui est monospécifique pour permettre aux espèces de s'adapter au mieux et de résister aux maladies. Voilà, donc ce schéma qui explique en fait tout ce qu'on peut végétaliser, hein, donc que ce soit les façades, les arbres, planter différentes strates aussi avec des arbustifs, des herbacées. On peut également faire des treilles d'ombrage, des toitures végétalisées, donc vous aurez une petite vidéo juste après. Et bien entendu, maintenir au maximum des surfaces en pleine terre. Voilà, quelques exemples en photo. Par exemple, des parcs de jeux, comment on peut aménager des parcs de jeux classiquement et comment on peut les penser différemment avec une végétalisation, une gestion beaucoup plus écologique avec des espaces qui sont laissés en friche. Alors ça, on peut sélectionner, on n'est pas obligé de laisser de la friche partout ou de la prairie partout, mais on peut voilà, réserver des zones pour la biodiversité et ça permet en plus de rationaliser l'entretien des espaces verts. On est dans un cadre de vie quand même beaucoup plus naturel. On peut aussi avoir des aires de jeu avec des revêtements absorbants qui sont en gravier ou en copeaux, qui ont un pouvoir absorbant bien supérieur à celui des sols mous qu'on voit le plus souvent dans les aires de jeu. Voilà, donc un petit zoom sur la gestion différenciée, hein, qui est un outil qui permet d'adapter la gestion des espaces verts selon les caractéristiques des espaces qu'on a en charge. Donc, il s'agit de pratiquer le bon entretien au bon endroit, donc de rationaliser finalement l'entretien. Donc, on se dit que quand on végétalise, ça va nécessiter forcément plus d'entretien, mais pas forcément, parce que l'idée, c'est vraiment de réfléchir à ce qu'on plante, pourquoi on le plante et comment on va l'entretenir pour limiter les interventions. Voilà, alors je finis. Un autre levier, effectivement, par rapport à l'entretien, c'est de faire participer les publics, que ce soit au travers de la végétalisation en ville, donc avec les permis de végétaliser, ou à travers diverses actions comme les cimetières-jardins, notamment à Ville-sur-Ozon, donc, qui a mis en place une action de végétalisation de son cimetière, avec des plantes là aussi qui se développeront naturellement, type des cystes, des iris, des romarins, etc., qui ont permis finalement de faire accepter l'entretien en zéro phyto du cimetière et donc sa conquête par de la végétation. Voilà, bon, ensuite un autre principe, mais je ne rentrerai pas dans le détail, hein, c'est celui de la renaturation des cours d'eau, qui est aussi un aspect très intéressant, notamment en traversée urbaine, pour gérer au mieux et de manière naturelle les risques d'inondation et permettre également de développer des espaces de promenade, de déplacement, de pique-nique, etc. Donc on a des retours d'expérience très intéressants, notamment à Auriol. Que vous pouvez venir découvrir dans le cadre de notre Biodiv Tour. Donc le Biodiv Tour, c'est une offre de visite qu'on vous propose au niveau de l'Arbre pour aller découvrir des réalisations inspirantes sur le terrain, donc dans des collectivités qui les ont mises en place, donc sur différents sujets, aménagement durable, gestion de l'eau, végétalisation, participation citoyenne, trame noire, etc. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit, c'est ouvert à tous, donc collectivités, donc élus, techniciens, mais également professionnels ou associations qui les accompagnent. Voilà, donc n'hésitez pas à venir le découvrir si vous le souhaitez. Voilà, alors moi j'ai terminé sur cette partie-là. Avant de passer à la suite, donc je vous propose toujours de noter vos questions dans le chat, comme ça on les posera à la fin s'il y en a. Pour illustrer et terminer d'illustrer effectivement mon intervention, on souhaitait vous proposer une vidéo courte sur les toitures végétalisées.
adapté au climat méditerranéen. Donc, c'est une vidéo qui est sortie il y a très peu de temps et qui est disponible là aussi sur notre espace ressources. Donc, je vais vous la partager. J'ai juste une petite manipulation à faire. Aurélie, je te laisserai me dire quand ce sera bon. Pour l'instant, ça n'apparaît pas. Ouais. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Je peux mettre en plein écran, c'est parfait. Chaque goutte d'eau qui tombe du ciel est une ressource et doit suivre un chemin qui favorisera son utilisation par des végétaux, rafraîchira la population, contribuera à avoir un sol vivant et alimentera le sous-sol pour équilibrer nos réserves d'eau dans les nappes. Les toitures peuvent également intervenir dans ce chemin de l'eau. Les toitures végétalisées sont classées en fonction de leur épaisseur. C'est la capacité portante du toit qui détermine l'épaisseur où les plantes vont pousser. 3 couches composent cette épaisseur, appelée complexe de culture. La couche drainante, constituée de pouzzolane ou de structures alvéolaires, permet d'évacuer l'excédent d'eau. Les règles professionnelles imposent un stockage uniquement temporaire et sur structure béton. Le manque d'eau nous pousse à en retenir une partie, sans asphyxier les racines des plantes. Une solution innovante, à expérimenter et à intégrer dans le cadre des techniques courantes, est de concevoir dans le fond du complexe de culture un volume dédié au stockage permanent et un autre qui se vide pour recevoir une prochaine pluie. L'eau ainsi stockée peut être utilisée par les plantes, notamment en cas de stress hydrique. Ce stockage, à la base du complexe de culture, peut aussi être alimenté avec de l'eau de pluie stockée dans une cuve en pied d'immeuble pour avoir un apport durant la période de développement des jeunes plants et pour avoir un appoint en période de stress hydrique intense. La couche filtrante, située au milieu du complexe de culture, retient le substrat tout en permettant le passage de l'eau. Le substrat, composé d'éléments minéraux fins et grossiers, ainsi que de matières organiques, comme du compost, de la fibre de bois, est le support de la vie de la toiture. Il est recommandé de prévoir une part d'éléments fins, limons et argiles, ce qui favorisera une microporosité capable de retenir l'eau et un apport en minéraux biodisponibles nécessaires au développement des plantes. À l'écriture du cahier des charges, il est conseillé de demander un substrat contenant la part maximale d'éléments fins autorisée par les règles professionnelles, soit 15% pour un substrat extensif et 20% pour un substrat semi-intensif. Si la capacité portante le permet, on peut aussi utiliser en partie de la terre végétale ou de la terre de chantier renaturée avec une texture rééquilibrée. Le mélange peut contenir de la pouzzolane, de la pierre ponce, des matériaux de réemploi, du béton et verre cellulaire, de l'argile expansée. Dans ce rééquilibrage, la matière organique est utile pour former des agrégats et limiter le colmatage. La matière organique intervient pour structurer les substrats. En effet, leur perméabilité doit être adaptée pour laisser passer une pluie de forte intensité. Avec la texture, l'épaisseur du substrat est le deuxième élément essentiel à considérer. Une épaisseur minimale de 15 cm de substrat est requise. Et 25 cm serait une épaisseur à privilégier pour avoir de réels bénéfices sur la rétention d'eau et sur le développement racinaire des plantes vivaces, permettant d'avoir une palette végétale plus large. À condition que les toits puissent supporter le poids de ces substrats une fois chargés en eau après une pluie. Stop aux toitures végétalisées plates. Bienvenue aux surfaces avec des hauteurs de substrats variées, des buttes et également des tas de bois qui permettent de créer des micro-habitats sur la toiture et d'augmenter le niveau de biodiversité. Pour avoir des plantes toute l'année sur la toiture, il est conseillé de planter des vivaces de manière espacée pour laisser pousser une végétation spontanée, favorisée par le vent et les oiseaux. Pour ces vivaces, il faut prioriser des plants avec un système racinaire bien développé par rapport à la partie aérienne ou possédant des réserves, tubercules, bulbes. Ils seront plus robustes et pour certains résilients, soit
capables de se développer à la suite de la mort de la partie aérienne. Laisser les espèces spontanées se développer sur la toiture limite les interventions humaines, comme la plantation ou la sélection, et favorise des plantes qui trouveront des conditions adaptées. Au bout de quelques années, les espèces spontanées peuvent créer un stock de graines permettant d'obtenir un recouvrement renouvelé régulièrement. Dans l'entretien, une vérification des espèces présentes est à prévoir. Il est nécessaire d'acclimater les plants à la sécheresse dans des pépinières locales avec un maximum de brassage génétique, donc en évitant le bouturage. Combiner gestion de l'eau, végétalisation et production d'énergie est possible. Panneaux solaires et toitures végétalisées créent des micro-habitats. L'ombre favorise ainsi la pousse d'espèces végétales différentes. Retrouvez un webinaire complet sur cette question sur le site de l'ARBE. Voilà, donc c'était cette vidéo donc, qui permettait un petit peu d'illustrer aussi tout ce qu'on a pu se dire sur les questions de végétalisation, de sol, de gestion de l'eau et de montrer que les toitures peuvent devenir aussi des habitats et peuvent contribuer au rafraîchissement urbain à leur manière et à la préservation de la biodiversité. C'est une vidéo qui a été créée donc, suite à un travail effectivement de synthèse des retours d'expérience dans la région. Et ce qui est important de noter, alors peut-être que Nicolas Vépierre répondra à des questions s'il y en a là-dessus, ce qui est important de noter, c'est qu'effectivement, ce qui est proposé par défaut par les entreprises qui vont créer des toitures végétalisées n'est pas forcément, et bien souvent, n'est pas adapté à notre climat, à nos contraintes en termes de gestion de l'eau, à nos contraintes en termes de sécheresse. Donc, c'est vraiment intéressant de voir qu'on peut faire différemment et que là aussi, le cahier des charges a un rôle important à jouer pour avoir des toitures, des réalisations qui correspondent aux besoins. On n'avait pas forcément de questions. Écoute, on avait plus des témoignages, voilà, notamment le fait qu'il y ait le réseau professionnel de l'aménagement durable avec notamment Envirobat QDM et puis des questions qui ont déjà été répondues. Donc, on peut peut-être passer effectivement à la suite parce que pour pouvoir laisser le retour d'expérience. Il y avait une question par contre sur le long terme, sur la planification, comment après on arrive à maintenir les actions sur le long terme. Et du coup, Marie-Caroline a témoigné sur le fait qu'effectivement, il y a la concertation et la sensibilisation sur le long terme. Et je crois que ça va faire écho avec ce qui va être un peu présenté sur la suite. Tout à fait. D'accord, donc je propose du coup qu'on passe à la dernière intervention de ce webinaire sur la mobilisation citoyenne, donc, qui est effectivement cruciale dans les projets d'aménagement durable. Donc merci à Alexandra Macario et Marie-Caroline Vallon de bien vouloir témoigner. Je vous laisse partager, donc ouvrir votre micro si ce n'est pas fait. Je ne vous vois pas. Si. Bon, voilà, super, parfait. Ouais, je vous laisse démarrer et puis on finira sur une dernière petite session de questions-réponses à l'issue de votre présentation. Merci. Oui, alors rebonjour, je vais faire très court. Et en fait, ça fait écho à un certain nombre de questions. L'idée, c'était de pouvoir aussi terminer sur la question de la mobilisation citoyenne, qui est importante si on veut inscrire aussi les projets d'aménagement durable dans le temps. Mais aussi dans l'aménagement durable, c'est une autre manière de faire l'aménagement et ça nécessite aussi de travailler différemment et de travailler à la fois différemment en interne, entre services, mais aussi avec les usagers et les citoyens. Et c'est comment faire avec eux. En fait, la question du comment faire avec ce nouveau public, cet autre public, elle n'est pas si évidente que ça. Et du coup, l'idée, c'était de vous proposer un des retours d'expérience qu'on avait développé dans le cadre d'un projet européen dont la région était chef de file, qui s'appelait Nature for City Life, où on a produit des boîtes à outils pour les acteurs de la ville, notamment sur les questions d'adaptation fondées sur la nature, et beaucoup sur la question de la mobilisation citoyenne. Alors, j'insiste bien sur le mot mobilisation et non pas concertation, parce que quand on parle de concertation, ça fait souvent référence à la concertation réglementaire, qui est donc tout un processus qui s'inscrit finalement
dans une délibération, des pratiques qui sont encadrées par la loi, on peut mobiliser les citoyens et les usagers sur tout type de projet. Et dans le cadre du projet Nature for City Life, on a fait de la mobilisation sur des projets de parcs, mais aussi de voirie communale, de cours d'école, de documents d'urbanisme. On a été assez exhaustif, assez large dans les pratiques. Pourquoi, en fin de compte, mobiliser les citoyens? C'est parce qu'ils ont aussi une expertise d'usage et que c'est intéressant finalement de les associer parce que ça permet d'inscrire ces aménagements dans le temps avec une meilleure compréhension des enjeux. Et donc voilà, on a produit un guide à l'issue des 5 ans d'expérience. Si on peut en faire une synthèse, après je vous présenterai la trame du guide. Une bonne mobilisation, ça nécessite quand même déjà un portage politique clair. Il faut qu'il y ait une vraie volonté de faire avec les citoyens. Ça nécessite donc du coup un véritable temps de préparation, notamment en interne, déjà pour qu'entre techniciens on parle la même langue et puis qu'on puisse finalement aussi parler cette langue qui ne soit pas une langue technocratique avec les citoyens. Bon, c'est vraiment un temps à prendre en début de processus. Dans les autres points un peu clés, il y a un vrai enjeu d'explication pédagogique pour qui on fait le projet, comment on fait le projet, quels moyens on se donne pour faire le projet, expliquer le possible et l'impossible. Mais bon, mais c'est aussi ne pas s'empêcher de rêver parce que finalement, des fois, on est, nous, techniciens, on a des visions très techniques, opérationnelles dans nos pratiques de faire, mais finalement, les citoyens, ils peuvent aussi avoir d'autres lunettes, d'autres manières de voir et nous questionner, ce qui permet aussi de changer finalement la manière dont on aurait envisagé de faire l'aménagement si on n'avait pas fait de mobilisation citoyenne. C'est une autre manière d'approcher le sujet. Il faut être aussi vigilant sur le fait de ne pas donner des espérances qui ne seront pas tenues. Donc, vaut mieux être modeste et faire plus que promettre plus et faire peu. C'est moins douloureux. Voilà. Et il y a un point essentiel, c'est souvent on tient ces mobilisations au moment de l'élaboration des projets, mais finalement, ces temps de mobilisation citoyenne, il faut les tenir aussi tout au long du processus, au moment de la phase chantier, mais aussi au moment de la phase livraison. C'est important pour notamment peut-être aussi pouvoir avoir un temps d'ajustement du projet. Sur les cours d'école dont Agnès avait parlé, on s'est aperçu que finalement, si on n'était pas allé voir les tatas une fois que les cours avaient été livrés, on ne se serait pas perçu qu'un des gros points d'achoppement, c'est que dans le matériel de gestion des cours, elles avaient déballé pas des râteaux et elles avaient besoin de râteaux pour ramasser les feuilles. Et que finalement, le fait de ne pas être bien outillé, ça participait à, je dirais, une certaine réserve de leur part sur ces projets-là. Donc, c'est aussi bien, une fois que l'aménagement a été livré, de revenir vers les gens qui ont participé à ces ateliers-là, voilà, pour écouter leurs ressentis et puis avancer, capitaliser. Donc, je ne vous ai pas lu ce qui est écrit dans les diapos, parce que vous aurez le support. Il y a peut-être une diapo suivante où je présente la trame en fin de compte. Donc, on a produit 2 guides. Un en direction des ateliers citoyens, mais on a fait la même chose en fin de compte pour les collectivités qui voudraient mener des ateliers élus techniciens. Les guides, ils sont structurés en 2 parties. On a une grande partie qui rappelle un peu les éléments de contexte. Pourquoi on renature sa ville, quels sont les services rendus, comment on informe, qu'est-ce que c'est une trame écologique. Et après, une série de fiches méthodologiques qui sont organisées en 3 axes. Les grandes méthodes, cadre général, les concertations et l'éco-construction, selon des typologies de projets, et puis un axe informer, sensibiliser. Dernière diapo. Et en fait, j'ai dépassé mon temps. Et en fait, voilà, les guides, ils sont téléchargeables sur le site du projet, soit en version complète, soit juste par fiche thématique. Et on peut également transmettre un cahier des charges type si vous voulez monter un marché de mobilisation citoyenne. Donc, il faut me faire un mail à moi. Et en fin de compte, on voulait finir cette séance avec l'intervention de Alexandra Macario de la ville de Cagnes, parce que la ville, elle a été partenaire du projet Nature for City Life.
Et au début, quand on a parlé de mobilisation citoyenne, ce n'était pas aussi évident. Et puis finalement, la ville, elle s'est clairement emparée de ce sujet et on trouvait intéressant de vous montrer comment une commune, de taille quand même déjà conséquente, mais qui finalement n'a pas pléthore de services, s'était clairement emparée de ce sujet et ça avait irrigué toutes ces politiques d'aménagement. Alexandra, à toi. Oui, bonjour tout le monde. Merci Caroline de cette introduction. Donc, c'est un peu grâce à la région et le programme LIFE, Nature for City Life, que la commune et monsieur le maire, justement, s'est emparé de cette nouvelle façon de faire et de concevoir avec les citoyens, tout en restant décideurs, certes, mais d'écouter les usagers, d'écouter les acteurs. Et parce qu'on a commencé ça donc avant la pandémie, et on a commencé par un atelier donc entre services, et c'était services donc métropole et services municipaux. Et ça a été un peu le déclic le long d'une promenade urbaine où ça avait été très bien préparé et on avait échangé et ça avait un peu bousculé aussi les habitudes de travailler chacun en silo, pour commencer à prendre du temps entre services, à communiquer beaucoup mieux et à être donc à l'écoute aussi, partage des problèmes de chacun, pour trouver des solutions qui soient bénéfiques pour tous. Et au travers de cet atelier, ça nous a permis donc après de continuer, même s'il y avait déjà des travail en transversalité, mais là on l'accentue. Et la démarche citoyenne a été, cette mobilisation a été insufflée dans les trois gros dossiers qui ont suivi. Donc l'écoquartier, qui était déjà en cours, mais qui a été repris suite à la pandémie parce qu'il a fallu refaire complètement la conception pour être beaucoup plus ambitieux du point de vue de la résilience du projet. Le schéma directeur de la Cagne aussi, et le périmètre de protection, donc les PAN sur le Val agricole. Donc, trois gros dossiers qui mobilisent beaucoup, beaucoup d'acteurs et beaucoup de services pour mobiliser les citoyens, parce que c'est, comme disait Marie-Caroline, ça demande beaucoup de temps, de compétences, mais il faut s'organiser. Et les deux premiers dossiers, à chaque fois, on fait appel à des maîtres d'œuvre, de la médiation, donc des bureaux d'études un peu spécialisés qui nous fournissent les outils avec lesquels il faut se familiariser. Suivante. Diapo suivante. Voilà. Donc, les co-bénéfices pour toutes les parties prenantes, elles sont de tous les côtés, donc dans les services, puisqu'on a un apprentissage collectif, un partage d'informations et partage d'une ambition porte sur la transition écologique, sur une autre façon d'aménager. Partage aussi, montée en compétence aussi, je dirais, des citoyens, puisque on l'a vu lors des ateliers, il y avait beaucoup de demandes et des remerciements parce qu'il y avait de la pédagogie et de partage d'informations sur le territoire, et notamment les ateliers en hydraulique. Suite à la tempête Alex, la question du risque a été très écoutée, comme la question de la nature en ville, parce que ce sont maintenant des thématiques qui sont, entre guillemets, connues, qui sont diffusées sur les grands médias, mais il faut les territorialiser, c'est-à-dire qu'il faut, sur notre territoire, qu'est-ce qui se passe concrètement. Donc, c'était bénéfique, et on fait de la mobilisation citoyenne pour recueillir des données de terrain. La semaine dernière, c'était auprès des agriculteurs. Ça nous permet d'ajuster, donc des projets plus ajustés pour être au plus près des demandes, ou si c'est possible, et puis d'avoir aussi des citoyens donc qui sont de repérer des citoyens experts. Ça, c'est intéressant parce qu'on a besoin d'eux et ils nous apportent aussi des données, et des citoyens engagés
pour porter avec nous, avec la commune, les projets. Et puis, donc, certains citoyens partenaires, c'est vrai, puisqu'ils s'organisent, ils se font en réseau, ils se rencontrent aussi, comme la semaine dernière, donc des jeunes nouveaux installés dans le Val-de-Cagnes qui prennent connaissance grâce à ces ateliers. Et donc, donc citoyen acteur et pas consommateur, on peut passer la suivante. Ça nous a permis de développer des outils, des lieux d'échange différents, soit en présentiel, soit en visuel, puisque la pandémie nous y a obligés. Donc, on a mis en place au centre-ville un kiosque. Ça, c'était l'idée d'une élue qui a tout de suite mis un Algeco, on lui a mis les panneaux d'information accrochés, et ça a été un premier lieu d'écoute et d'information qui a très bien marché, qui a suivi avec la maison des projets, donc au droit des sols, mais où là on a un lieu beaucoup plus large et d'exposition et de rencontres. Et on va continuer avec des stands sur les marchés pour chaque projet quand il faut diffuser l'information. Et sur les médias, sur la toile, les ateliers, l'information, ça c'est habituel, la communication. Et puis lors des événements aussi, donc c'est devenu aussi des lieux où on partage des projets, donc la fête de la nature ou d'autres. Et les élus se sont emparés aussi, et monsieur le maire s'est emparé aussi de cette mobilisation en diffusant, en mettant en place de nouveaux conférences, rencontres avec les citoyens, notamment sur des thématiques comme la transition énergétique au mois de juin. On va faire aussi des ateliers sur l'agriculture, des conférences, c'est-à-dire que ça devient une habitude. Diapo suivante. Il manque. Il y avait une autre diapo. C'est pas grave, c'est pas grave. Désolée, je crois qu'il y a eu un bug dans la. Voilà, il y a peut-être eu une erreur dans le copiage. Non, mais c'est pas grave. Et donc on a mis en place un fichier cagnois, entre guillemets, cagnois privilégié, donc la communication récolte le nom des citoyens qui veulent participer à des ateliers, qui veulent être informés. Donc ça fait, parce pour mobiliser, il faut pouvoir toucher. Donc c'est vrai que distribuer des flyers, parfois ça se perd dans les boîtes aux lettres, dans la nature. Si on a un groupe de citoyens mobilisés, c'est beaucoup mieux pour les avertir et pour avoir un échange suivi. Et on a aussi récemment, donc monsieur le maire a mis en place un rendez-vous régulier qui s'appelle concertation citoyenne, un appel à volontaires pour les mobiliser régulièrement et parler de tous les grands projets. Et ça, c'est aussi une nouveauté. Et puis, il y a le conseil municipal des enfants, qui est aussi un lieu de discussion et d'écoute des enfants pas forcément sur les grands projets, mais sur beaucoup de sujets qui leur tiennent à cœur, et donc une sensibilisation à la réflexion sur la ville, sur les usages, sur l'approche au quotidien, comme dans les grands projets. Et donc ces ateliers et ces rencontres ont permis aussi d'enrichir les projets pour les ajuster, bien sûr, aux demandes, aux attentes, et telles que, je pense, dans l'écoquartier, il y avait une demande d'un local d'économie solidaire. Ça a été pris en compte, d'une crèche associative, plusieurs éléments dans quelques idées dans l'espace public, sur un banc d'allaitement éventuel, après, c'est intéressant parce qu'on sent l'engagement donc des citoyens sur des sujets plus sensibles. Les déchets, notamment, a été aussi un gros sujet, puisqu'on a eu après
des citoyens des personnes qui ont dit mais qu'est-ce que vous faites? On voudrait s'engager pour la collecte des biodéchets. Donc c'est un dialogue. Donc c'est très positif et ça permet d'impulser une dynamique et d'éviter de perdre du temps. C'est-à-dire qu'on fait un projet, tout de suite on consulte, on mobilise et on évite, et en ce sens-là, on évite parfois de présenter des aménagements qui ne sont pas adaptés. Donc, face à l'urgence climatique, il faut ne pas perdre de temps dans des projets inutiles. Donc, voilà ce que je pourrais dire et voilà, je terminerai par là. Merci beaucoup, Alexandra, pour ce témoignage qui vient parfaitement conclure finalement le discours qui a été tenu tout au long de ce webinaire. Alors, je ne sais pas, Aurélie, s'il y a des questions. J'ai l'impression qu'il y a des questions qui ont été posées pendant les interventions. En tout cas, merci déjà à tous les intervenants pour leur présence et pour leurs interventions très complémentaires. Je vois qu'il y a eu des réactions très positives de participants dans les modules de discussion sur la pertinence de ces outils, l'intérêt de ces outils. Aurélie, du coup, tu voulais… Peut-être une question justement par rapport à ce retour d'expérience par rapport au budget dédié à tout cela. Est-ce que… Voilà. C'est vrai, c'est un budget, c'est du temps, c'est beaucoup de temps passé. Alors, au niveau… moi, j'anime au sein des services municipaux sur les gros dossiers la mise en place de ces ateliers, mais lorsqu'on fait appel à un bureau d'études extérieur, il faut mobiliser un certain budget. Alors c'est sûr que pour le schéma directeur, on avait été aidé par l'agence de l'eau, qui nous avait aussi poussé dans ce type de démarche. Mais c'est vrai qu'il faut y consacrer. Alors, je ne pourrais pas vous dire exactement, mais c'est de la communication, donc il y a des coûts sur l'impression, sur le temps passé des services, service com, des temps passés dans les ateliers avec les citoyens. Donc, au détriment d'autres choses. Mais je pense que ce n'est pas du temps perdu ni de l'argent perdu, puisque on le récupère sur l'acceptation des projets. Par exemple, l'écoquartier, un gros projet, plus de 36 000 mètres carrés, aucun recours sur le permis de construire. Le maire lui-même en était complètement étonné. Et je pense qu'on avait fait une bonne… Enfin, il y a eu entre autres, la mobilisation a aidé à faire comprendre le projet et à le faire partager, puisqu'il y a eu cette co-construction. Donc, certes, c'est un budget, mais je pense qu'il n'est pas perdu. Ouais, je peux compléter sur la question du financement. En fin de compte, l'agence de l'eau, en fin de compte, finance ces temps, notamment de mobilisation et de concertation, notamment par exemple sur les cours d'école, ou dès qu'on est sur des projets avec de la déconnexion, en fin de compte, du pluvial, quand on désimperméabilise certains espaces publics et qu'il y a de la déconnexion du réseau. Ils peuvent intégrer ça. Au niveau de la région, en fin de compte, ça peut être des financements des dépenses qui peuvent être éligibles quand elles sont prévues finalement dans le projet en tant que tel. Dire si ce temps de concertation, il est prévu avec les études opérationnelles. Globalement, c'est aussi du temps qui se passe au moment où on lance des études de niveau avant-projet. On peut on peut demander aux prestataires de se doter d'une compétence ou de faire appel à une prestation extérieure. C'est pas obligatoirement toujours des grosses sommes. On imagine tout de suite des études, je ne sais plus, de 10, 20, 30, 100 000, animer 4 ateliers, ça peut valoir entre 4 et 5 000 euros. C'est vrai que sur des petites communes, ça fait quand même déjà des sommes conséquentes, mais c'est aussi des temps importants et ça permet aussi de sensibiliser la population sur la manière dont le projet va être fait. Dès qu'on est sur la question aussi de la nature en ville,
voilà, on rappelle que les arbres, pour pousser, il faut des fosses de plantation, donc on ne peut pas en mettre partout, que ça nécessite de la gestion, une attention. Ça permet aussi d'embarquer plein d'autres sujets comme la question de l'éclairage public, la gestion du pluvial, voilà, de faire de la pédagogie. Voilà, c'est des éléments qui sont importants. C'est vrai que c'est plus facile de faire appel à un prestataire extérieur parce que c'est compliqué pour des communes de se doter de porter ces sujets-là. Voilà, des fois, on est aussi confronté à la population qui vous prend en partie sur finalement des fois le quotidien, et d'avoir quelqu'un de l'extérieur, ça permet aussi de remettre un peu de la distance et de gérer des moments d'ébullition un peu vives. Mais voilà, c'est sur certains quoi, je pense qu'il faut si on peut faire cet investissement-là, ça permet aussi voilà, d'inscrire les projets dans le temps, et peut-être aussi de mobiliser aussi les citoyens à un meilleur respect, une meilleure gestion de ces espaces-là, puisqu'ils auront été impliqués à sa conception. Ok, merci pour vos précisions. Aurélie, est-ce que tu vois d'autres questions Après, sur les questions, alors on a plutôt des remarques, hein, mais toujours un peu en lien avec ça, sur effectivement la difficulté des petites intercos, des fois, à dégager du temps pour l'ingénierie, sur les capacités financières. Et il y avait eu une question qui était alors plus quand on a parlé des études préopérationnelles, de voir s'il y avait des financements aussi possibles sur les études pré-opérationnelles. Donc, peut-être que je laisserai peut-être la région et l'ADREA peut-être répondre éventuellement en direct à ces questions-là. Et puis, on a une autre question, mais là qui est plus aussi un peu large sur la question des quartiers durables en extension urbaine, lié au zéro artificialisation nette. Donc voilà, qui est finalement une question d'ordre général et pas forcément directement par rapport au retour d'expérience qu'on a. Qui est une question cruciale quand même, puisqu'effectivement, on pose toujours la question de est-ce que l'avenir, c'est de continuer à s'étendre, à étendre les villes, certes avec des projets plus qualitatifs, moins impactants, plus résilients, mais malgré tout, l'objectif, c'est quand même d'aller vers une réduction considérable de l'artificialisation. Donc, effectivement, il va falloir mobiliser, s'habituer à mobiliser d'autres schémas, mobiliser des espaces libres en ville, mais tout en gardant quand même une qualité urbaine importante, tout en favorisant la nature en ville. Donc voilà, effectivement, toutes ces injonctions qui peuvent paraître un petit peu contradictoires, mais on l'a vu quand même sur l'exemple de Volonne tout à l'heure, mais sur d'autres exemples aussi, tout ça n'est pas incompatible, c'est-à-dire qu'on peut être en opération de densification urbaine tout en ayant une qualité environnementale, architecturale, une qualité du cadre de vie importante. Donc c'est vers ces modèles-là qu'il faut essayer de tendre, même si forcément ça passe par des transitions, hein. Et donc après je laisserai les autres réagir éventuellement. En tout cas au niveau de l'ARB et de l'ADREAL, on a pour projet en 2023 de constituer une banque de projets vertueux en matière de sobriété foncière, donc des projets d'aménagement vertueux, donc avec création de logements, création d'activités économiques ou création de services. Et qui propose une qualité effectivement importante sur le volet environnemental, architectural, etc. Dans cette banque de projets, a priori, on admettra, pour l'instant, on s'est posé la question, mais on admettra des projets qui seraient en extension urbaine pour quand même montrer finalement les démarches, en fait, pour valoriser les démarches qualitatives, que ce soit sur le volet concertation, planification, aménagement en lui-même. Voilà, donc effectivement, en tout cas, ces projets en extension urbaine posent évidemment question à l'aune du ZAN. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut rebondir là-dessus dans les intervenants. Moi, je dirais compensation, pas en compensation, mais si on a zéro artificialisation nette, il faudra aussi parler d'intensification nature, c'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre, parce que ce qu'il dit ZAN dit aussi un peu de densification,
de l'existant, mais il faut y adjoindre l'intensification de la nature. Donc, d'où la renaturation en centre-ville, d'où les plantations, d'où la nature en ville. Et donc, c'est le contrepoint, je veux dire. Donc, c'est pour ça, cet atelier, ce qu'on a fait aujourd'hui, enfin, je trouve c'est intéressant de... Là, c'est un sujet qu'il faudra aborder aussi avec les citoyens parce que on va en parler beaucoup et c'est un peu abstrait. Et là aussi, dans les mots, je pense que comme disait Marie-Caroline à un moment donné, il faut être très concret avec les gens. Nous, on a l'habitude d'avoir des mots très techniques et donc comment parler des grands projets, mais de manière en se mettant au niveau des usagers, au niveau des... Et je pense que c'est sûr que les politiques ont plus l'habitude, mais nous, techniques, parce que aussi un petit point de détail, beaucoup de ces ateliers ne se font sans élus, pour justement éviter que les ateliers, ce soit des tribunes politiques. Il faut qu'on reste au niveau de la pédagogie, de l'échange, il faut que ça soit dans... s'il y a des politiques, ils peuvent être là, mais il ne faut pas qu'il y ait un niveau de discours de ce type-là. On n'est pas... donc et dans ce sens-là, si c'est les techniciens qui sont dans ces réunions, il faut avoir des mots simples. Donc, il faut surtout apprendre un langage différent. Oui, je complète. C'est vrai que les élus, c'est bien qu'ils viennent à la fin parce que sinon, après, c'est la liste des courses de tout ce qui va mal dans le quartier. C'est ça. Et finalement, on dévie et c'est excessivement compliqué de revenir en fin de compte sur le projet. Et voilà. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que quand on parle déjà la même langue, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce que ça veut dire la nature en ville pour un habitant, je dirais, lambda, c'est pas la même chose que nous, techniciens. Déjà, quand on se met d'accord sur le sens des mots, qu'on explique finalement aussi l'enjeu des problématiques techniques, hein, parce que souvent pour les gens, ça paraît simple, mais finalement, il y a une méconnaissance de ce qui se passe dans le sous-sol, des contraintes de gestion. Finalement, on peut aller très loin dans des projets, des fois beaucoup plus loin que ce que l'on aurait pu imaginer. Nous, on l'avait testé sur le projet le moins sexy du monde, qui est la réfection d'une voirie communale d'accès à un lotissement. Et sur les questions de nature en ville, finalement, les gens, ils ont été force de proposition, voilà, parce qu'on a réexpliqué le cycle du vivant, le cycle de l'eau, et à des endroits, la suppression de l'éclairage public n'a posé aucun souci, en fait. Alors que finalement, les élus, ils avaient peur de se faire... agresser sur ces sujets-là s'ils avaient proposé un projet sans éclairage parce que voilà, ça aurait été, on leur aurait dit, mais vous voulez qu'on se fasse découper en morceaux dans les rues de vos communes. Donc, non, c'est... Voilà. Mais voilà, ça nécessite un peu de temps. Et voilà, mais allez-y, il y a de la pratique il y a du guide en ligne, n'hésitez pas à les télécharger. Puis voilà, on peut être, ça s'accompagne aussi dans des projets que la région le soutient. Mais il n'y a pas que la région qui soutient ça, l'agence de l'eau, mais même, je pense, certains départements, quand ils ont encore des politiques un peu en direction des communes, je pense à Provence Verte, où je pense que ça peut très bien être pris en compte dans les dépenses éligibles. Et on a largement bouffé le temps. Oui, alors c'était très dense, effectivement, on a été très ambitieux sur le programme, donc merci aux participants qui sont restés avec nous jusqu'au bout. On a bien débordé, mais voilà, effectivement, on voulait vous faire ce panel des outils, vous montrer que c'est possible et qu'effectivement, à l'aune du zéro artificialisation net, il y a de nouvelles manières de concevoir l'aménagement qui vont devoir devenir des automatismes et que nous sommes là pour vous aider, vous outiller, enfin nous, donc tous ceux qui sont autour de la table, et parmi les participants également, pour vous accompagner dans ces démarches-là. Voilà, donc je pense qu'on va pouvoir conclure. Donc, encore une fois, merci à tous, merci aux intervenants. Et d'ici quelques jours, le webinaire sera en replay avec les ressources qu'on aura pu mettre en ligne, les liens éventuels ou les adresses mail pour récupérer les différents documents qui seront aussi sur la page web dans notre rubrique, dans notre espace documentation là, sur notre site internet. Voilà, je pense qu'on peut conclure. Merci à tous.
Merci de votre écoute et au prochain webinaire. Et bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonnes vacances pour ceux qui en prendront. Merci Marie-Claire. Elles approchent.